Tu vas maintenant nous parler du mot héritage. Ouais, donc l'héritage, donc oui, plein de, plein de moyens, je pense, plein de possibilités de l'aborder en préhistoire. Donc avant tout, pour moi, ouais, l'héritage, ça implique une transmission. Euh, et donc, en tant que préhistorien qui travaille sur des faits matériels relevant des cultures du Paléolithique supérieur, ça va être d'essayer de voir si certains caractères, certains objets et ce qu'ils impliquent en termes de fabrication, par exemple, retrouvés sur des sites de telle et telle période, est-ce qu'on observe dans le temps des transmissions de morceaux techniques ou de morceaux culturels, etc., quoi. L'intérêt, c'est bien sûr d'essayer d'aller dans les structures un peu sociales, enfin d'essayer d'appréhender un peu des morceaux de structures sociales des groupes humains qu'on étudie, dans le sens où, par exemple, pour moi qui travaille sur des faits techniques, souvent, bon, bah, ces faits techniques, comme tout savoir artisanal, par exemple le travail de la pierre, impliquent ou ont pu impliquer, en tout cas c'est un des objets de la recherche, de voir si telle ou telle technologie implique un apprentissage, et du coup de voir si on retrouve, si on peut retrouver par exemple ces traces dans les sites archéologiques. Par exemple, on a des évidences au Paléolithique supérieur, les plus connus c'est dans le Magdalénien par exemple, dans le bassin parisien, où on a des niveaux, où on peut distinguer des niveaux de savoir-faire et des niveaux de réalisation différents, euh, qui vont du coup nous donner une idée, en fonction de où sont situées ces activités dans l'espace, peuvent donner une idée de ce qu'était le groupe, tel groupe humain. Est-ce qu'on avait des structures type famille nucléaire? Est-ce que des enfants sont passés sur ce lieu? Ou est-ce que c'est simplement des tailleurs experts? Donc on peut avoir des sites où simplement deux trois chasseurs sont passés, ont fait une halte rapide et vont laisser que des choses très abouties déjà au niveau technique, de l'ordre de la réparation de quelques armes, et du coup nous donner l'image d'un groupe très scindé qui passe et qui ne reste pas, et qui vient pour une activité très spécialisée ou très particulière, et au contraire des habitats ou des ensembles de vestiges qui eux vont témoigner plus d'une vie en groupe, voire en famille nucléaire, comme c'est souvent proposé pour le Paléolithique supérieur, avec du coup des niveaux techniques et des niveaux de savoir-faire très différents, avec des choses interprétées comme, dans certains cas, des tailleurs experts, des gens en cours d'apprentissage, des enfants qui vont taper un petit peu n'importe où à la surface d'un bloc de pierre, sans connaître manifestement les règles élémentaires de la taille de la pierre, etc. Donc du coup, donc il y a ce côté-là, je dirais là c'est en termes d'instantané, essayer de comprendre à un moment donné comment des choses se transmettent dans le groupe. Et ensuite, il y a le côté héritage sur le temps long, de voir comment les générations se succèdent et comment des pans d'une culture se transmettent à travers le temps. Un des caractères là frappants, je trouve, du Paléolithique supérieur, c'est outre tous les changements qu'on peut détecter, on a maintenant des méthodologies de plus en plus fines pour aller pister des petits changements techniques, technologiques, économiques, etc., entre 40 et 10 000 ans, avec un registre de sites de plus en plus nombreux, etc. Et donc avec ça, on va distinguer de plus en plus précisément à la fois des cultures, ce châtel-péronnien, cet aurignacien, ce gravétien, solutréen, badgoulien, magdalénien. À l'intérieur, on va faire des sous-phases de plus en plus précises, donc on est de plus en plus fin. Mais d'un autre côté, tout cet ensemble, entre 40 et 10 000 ans, en Europe de l'Ouest par exemple, se caractérise aussi, à mon sens, par une unité assez profonde, en termes idéologiques, en termes symboliques, en termes artistiques. Enfin, il y a des grandes façons à la fois mode de vie et mode de pensée qui semblent quand même structurer ce moment-là de façon très forte, je trouve, à l'échelle européenne, par exemple. Toi, tu irais jusqu'à dire qu'il y a une tradition commune du Paléolithique supérieur? Ouais, oui, j'aurais pas de mal à aller vers ça, oui, je trouve que c'est plus l'unité qui me frappe que la différence, quoi. Quand je regarde le Paléolithique supérieur, par exemple, de l'Europe, ou en tout cas du versant occidental de l'Europe, il y a vraiment des structurations de culture matérielle et symbolique qui me semblent relativement proches les unes des autres, et en plus avec des phénomènes où par exemple des fois la culture matérielle va nous permettre de distinguer des types culturels différents qui se succèdent,
Alors que si on prend les traditions artistiques, par exemple, on va remarquer qu'il y a plutôt, enfin, en tout cas, qu'on ne détecte pas véritablement de changement. Donc, c'est-à-dire les gens ont changé leur stratégie pour faire leurs pointes de projectiles, leurs outils en pierre ou leurs outils domestiques. Certes, c'est important à constater. Peut-être pour s'adapter à une variable écologique à un moment ou quelque chose comme ça, mais d'un autre côté, ils peuvent avoir gardé dans le même temps un fond spirituel et symbolique très, très stable et qui, à mon avis, implique là, enfin, nous en dit plus sur la continuité culturelle euh, que des différences de points de projectile. Elles ne nous montrent pas forcément que les cultures sont différentes ou que les cultures et que les transmissions entre les gens se sont modifiées. Donc je pense que là, les témoins artistico-symboliques ont un poids fort quand même pour, pour traiter de thèmes type unité culturelle ou pas. Et pour parler de l'héritage technique plus particulièrement, est-ce que tu penses qu'il y a un héritage qui est cumulatif et que les hommes capitalisent des découvertes depuis ou les débuts de la préhistoire ou à partir d'un certain moment du paléolithique supérieur? Ouais, oui, je pense qu'il y a il y a une certaine capitalisation des techniques. On pouvait pas concevoir des débitages ultra élaborés, type Levallois ou type par pression, ou je ne sais pas, enfin pour des choses qui produisent vraiment des formes très stéréotypées, standardisées, dès le début de l'évolution. Après, par contre, il n'y a pas eu une capitalisation continue, dans le sens où je pense qu'on n'a pas eu le maillage. Il y a eu beaucoup de phénomènes d'invention. De l'invention, on a pu passer des fois à l'innovation, mais pas toujours, c'est-à-dire à la diffusion de l'invention, ou pas. Et ensuite, il y a eu des disparitions, des faits qui sont inventés, puis qui disparaissent, puis qui sont réinventés. Et à différents endroits du monde, on a plein de phénomènes apparemment comme ça de réinvention qui peuvent être, du coup, c'est discontinu. Et peut-être là, il y a la variable démographique qu'on maîtrise pas, mais effectivement, pourquoi à des moments des inventions prennent et perdurent et diffusent sur de grands maillages, de grands territoires, alors qu'à d'autres moments, on va avoir des choses qui vont disparaître. Pourquoi un fait qui semblait bien fonctionner et qui était adapté disparaît? Est-ce que c'est parce que l'environnement change? Donc c'est souvent ce qui est dit. Est-ce que c'est parce qu'à des moments, on peut imaginer qu'à des moments, il y a des groupes humains, des gros morceaux de groupes humains se soient éteints aussi, quoi. Et que donc on est à des moments pas le maillage démographique suffisant pour que les choses se perpétuent dans le temps. Et après, on a plein de discontinuités. Donc c'est vrai qu'on a des fois des successions qu'on pourrait penser anormales en termes tels que nous on les perçoit, c'est-à-dire des choses qu'on juge nous moins évoluées, qui vont succéder à quelque chose qu'on jugeait très évolué. On a des cas par exemple en Afrique, dans le Middle Stone Age, où il y a des choses très innovantes qui apparaissent vers 80-60 000, et puis ensuite après des retours à des traditions qui se faisaient avant, qui nous semblent beaucoup plus rudimentaires, et qui vont succéder à des choses très évoluées. On a le cas du Batgoulien dans le Paléolithique supérieur, par exemple pour la taille de la pierre, ou après l'âge d'or de la pierre taillée, qui est le solutréen, avec des choses très sophistiquées. Euh, on a ce Batgoulien qui revient à des éclats, des choses relativement qui nous paraissent, nous, beaucoup plus simples, même si peut-être qu'en termes économiques et en termes de structuration économique, type réseau d'approvisionnement, peut-être qu'il ne se différencie pas tant que ça, ou beaucoup, du solutréen. Enfin voilà, je pense qu'il faut faire bouger la façon dont... Enfin, il ne faut pas regarder juste la façon dont la technique évolue, il faut voir un peu comment ça se fait, comment ça se distribue sur les sites, avec les réseaux d'approvisionnement, les types de sites au niveau fonctionnel. Il faut ajouter d'autres éléments que la simple observation, c'est complexe, pas complexe, au niveau technique par exemple, qui donnent pas grand-chose, parce qu'il y a, oui, des chasseurs-cueilleurs modernes ou subcontemporains ont fait des choses qu'on classifierait, nous, préhistoriens, comme des choses très simples ou très rudimentaires, et qui pourtant se trouvent chez des chasseurs, des groupes de chasseurs-cueilleurs que l'on sait modernes et qui ont été observés récemment, par exemple. Donc